Bonjour à chacun, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, j'aimerais entamer une série d'à peu près 6 vidéos de cours sur la propagation des ondes sonores dans les fluides, c'est-à-dire dans les liquides ou dans les gaz. J'ai déjà publié un certain nombre de vidéos sur la propagation des ondes sonores, alors dans les solides avec les modèles de chaînes d'atomes, le module Young, et puis même des épreuves corrigées au concours, donc le sujet CCP PC de l'année dernière, donc en 2017. Également un sujet sur les instruments de musique avec les tuyaux sonores, saxophone, clarinette. Et donc là, j'aimerais faire une série, je l'espère assez complète, de cours sur donc l'acoustique dans les fluides. Donc la première vidéo, ce sera simplement placer les bases, la problématique et démontrer l'équation de D'Alembert pour la pression et la vitesse en 3 dimensions. On ne va pas se placer à une dimension, on va se mettre directement en 3 dimensions. La deuxième vidéo, ce sera démontrer l'équation de D'Alembert, mais non pas dans un descriptif eulérien de champ des vitesses, de champ de pression, mais avec ce qu'on appelle la méthode des tranches, qui permet vraiment de voir la propagation, la physique de la propagation avec le déplacement d'une tranche de fluide, mais c'est une méthode lagrangienne. Donc ce sera la deuxième vidéo. Troisième vidéo, on va parler des propriétés énergétiques des ondes sonores, puisque finalement tout ça c'est lié à notre perception. Donc l'intensité en décibels, la définition, voilà, un petit peu voir le lien avec toute cette description que l'on fait. Et puis la quatrième vidéo, ce sera tout ce qui est transmission du son dans des milieux d'impédance acoustique différentes. Donc on verra ça. Et puis on verra aussi, alors oui, j'ai interverti la quatrième et la cinquième vidéo. Il y aura aussi une vidéo sur les solutions de l'équation de D'Alembert en 3 dimensions, donc les ondes sphériques. On verra aussi les ondes planes et surtout l'utilisation de la notation complexe qui est vraiment fondamentale dans ce contexte et l'importance de bien comprendre ce qu'elle signifie physiquement. Et puis je vais aussi faire une vidéo sur l'effet Doppler, donc le mécanisme de l'effet Doppler avec des exemples donc en acoustique. Alors on commence aujourd'hui avec le cadre général. Donc qu'est-ce que c'est que l'approximation acoustique? Qu'est-ce que c'est que le but de tout ce cours sur la propagation des ondes sonores? Donc typiquement on a un haut-parleur à l'entrée d'un tuyau qu'on appelle parfois un tuyau sonore, donc il va produire une surpression en faisant vibrer les molécules qui se trouvent au contact de sa membrane, et de proche en proche, cette surpression va se propager dans le tuyau dans lequel l'air, par exemple, était initialement au repos. Donc au repos, on avait une pression atmosphérique P0, une masse volumique ρ0, une température T0, et la vitesse des particules de fluide mésoscopique, donc les particules étaient à l'équilibre, donc elles ne bougeaient pas. Et donc sous l'effet de cette onde, la masse volumique du fluide, donc est un champ scalaire local qui dépend donc de l'espace et du temps, c'est donc la valeur au repos plus un écart en masse volumique. Et l'hypothèse, c'est que cet écart va être très petit devant la masse volumique au repos. La pression totale, donc notée avec une majuscule, c'est la pression au repos plus une petite surpression notée en minuscule, petit P1, très petit devant P0. Alors pour donner un ordre de grandeur, on peut imaginer que P0, donc c'est la pression atmosphérique, 10 puissance 5 pascal si on est dans l'air, et P1, ça peut être même de l'ordre du pascal ou de quelques pascals. Donc on voit que, on le verra ça plus tard, c'est vraiment justifié de considérer que P1 est très petit devant P0. Et puis, on a la vitesse V1, qui est la vitesse de déplacement d'une tranche de fluide. Alors attention, cette vitesse, surtout ne la confond pas avec la vitesse de propagation de l'onde sonore dans le fluide. On verra tout à l'heure que C, c'est 1 sur racine de ρ0 qui est un coefficient de compressibilité isentropique. Mais donc ça, c'est la vitesse de déplacement des tranches de fluide. Alors a priori, c'est un vecteur si on est en 3 dimensions. Et évidemment, on va choisir que la valeur moyenne de V1 égale 0, la valeur moyenne de ρ1 égale 0, la valeur moyenne de P1 égale 0, c'est-à-dire qu'en fait, ρ1, P1, V1 représentent l'écart par rapport à la situation au repos. Donc on va prendre des grandeurs vibratoires à valeur moyenne nulle dans le temps. Et l'approximation acoustique, c'est donc considérer que ces 3 grandeurs sont des infiniment petits du même ordre, c'est-à-dire en fait d'ordre 1. Alors évidemment, on ne peut pas les comparer entre eux, on peut les comparer par rapport aux valeurs au repos pour les 2 premières, mais à chaque fois qu'on aura un produit ρ1P1 ou P1V1 ou des carrés,
ce seront des termes d'ordre 2 du même ordre. C'est ça l'approximation acoustique, l'approximation linéaire. Donc pour établir l'équation d'Alembert de propagation de cette onde, eh bien, il va falloir linéariser les équations. Il va falloir linéariser les équations. Donc on a 5 inconnus, la masse volumique, l'écart de masse volumique plus précisément, la surpression acoustique, la vitesse, alors on va dire c'est 3, mais non en fait c'est 5 puisque la vitesse a priori en 3 dimensions, elle a 3 composantes suivant le système de coordonnées qu'on choisit. Et donc il nous faudra 5 équations couplées pour les découpler afin de donc démontrer l'équation d'Alembert pour la surpression, pour la vitesse, mais aussi pour la masse volumique. Alors ces 3 équations, on va voir qu'il faudra qu'elles soient, on va les prendre linéaires dans l'approximation acoustique. Donc il y aura l'équation de l'air linéarisée, l'équation de conservation de la masse linéarisée et le comportement thermodynamique des particules de fluide sous l'effet de la surpression. On verra que c'est caractérisé par un coefficient qu'on appelle le coefficient de compressibilité isentropique. Donc là, j'ai directement écrit les 3 équations linéarisées, mais on va faire tout le travail ensemble, c'est-à-dire qu'on va partir des équations non linéaires afin de les linéariser ensemble et de voir comment cette hypothèse d'onde avec ρ1, P1, V1 d'ordre 1, comment on va pouvoir linéariser ces équations de base pour aboutir à l'équation d'Alembert. Alors là aussi, c'est 5 équations, puisque l'équation de l'air, c'est une équation vectorielle, donc en fait c'est 3 équations si on projette sur 3 axes d'un système de coordonnées. Donc voilà pour cette introduction, étude de la propagation donc, des ondes sonores dans les liquides et dans les gaz, attention bien sûr, c'est vrai pour les deux. Donc c'est l'exemple typique d'un écoulement compressible, donc on verra que divergence de V n'est pas nulle, par contre on verra que rotationnel de V est nul, c'est-à-dire que l'écoulement est irrotationnel, mais il est compressible, donc tout ça va sortir des équations et c'est bien sûr l'hypothèse fondamentale de la propagation d'une onde sonore puisque c'est lié à la compression des tranches de fluide de proche en proche. Alors cette approche eulérienne, directement tirée de la mécanique des fluides, elle a le mérite de nous faire aboutir simplement à l'équation d'Alembert. Par contre, c'est vrai que comme elle ne fait pas intervenir le déplacement des tranches, eh bien, on voit peut-être moins bien finalement ce qui se passe que dans une méthode lagrangienne qu'on abordera dans une deuxième vidéo. Alors, donc le but pour nous va être déjà de partir des 3 équations de base que sont l'équation de l'air, l'équation de conservation de la masse ou dite de continuité et la définition du coefficient de compressibilité isentropique pour les linéariser. Et enfin, dans un deuxième temps, on va démontrer donc l'équation d'Alembert pour la surpression et la vitesse. Alors, l'équation de l'air pour un fluide parfait, donc on va négliger l'influence de la pesanteur. Donc là, on l'écrit pour une particule donc, mésoscopique de fluide, c'est un bilan de force. Bon, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur la dynamique des fluides et des fluides parfaits en particulier. Donc si on part donc, de l'équation de l'air en négligeant ρg, le terme de la densité volumique de force associée donc au poids, donc voilà ce qu'on a. Rho fois donc l'accélération convective, l'accélération locale, l'accélération convective. Donc ça c'est la dérivée particulière de la vitesse, l'accélération de la particule de fluide en champ eulérien, donc égale à moins gradient P. Alors la vitesse évidemment c'est la vitesse des particules de fluide. La pression en fait c'est la pression totale. Donc ça comprend à la fois la pression au repos et la surpression. Et donc le but pour nous, c'est de linéariser cette équation. Alors on va essayer d'être efficace, c'est un peu le même genre de raisonnement qu'on fait, par exemple quand on établit l'expression du nombre de Reynolds en mécanique des fluides. Ce terme-là est un terme d'ordre 2, puisque en ordre de grandeur, on voit qu'il fait intervenir 2 fois la vitesse, donc il est homogène à une vitesse au carré divisée par une distance caractéristique à cause du gradient. Donc c'est un ordre 2 puisqu'il fait intervenir V1, il est proportionnel à V1 au carré, donc on va le négliger. La masse volumique,
c'est la masse volumique totale, donc c'est ρ0 plus ρ1. Alors on ne met pas toujours un ρ1 de m et de t. Mais donc quand on va multiplier ρ0 plus ρ1 par l'accélération locale, hein, c'est une dérivée de la vitesse, donc c'est aussi d'ordre 1, donc ça c'est un ordre 1. Donc ça veut dire que si on veut garder une équation à l'ordre 1, on va la multiplier uniquement par ρ0 parce que le terme ρ1 dv1 sur dt, ça va être le produit de deux termes d'ordre 1, donc ça va faire un terme d'ordre 2 que l'on va négliger. Donc je barre ρ1 ici à cause de son produit avec dv1 sur dt. Donc on obtient ρ0 dv1 sur dt, donc à l'ordre 1, est égal à moins gradient p, c'est p0 plus petit p1. Donc le gradient, c'est comme une dérivée. Donc le gradient d'une somme, c'est la somme des gradients. P0, c'est un champ scalaire qui est uniforme. Donc son gradient qui fait intervenir des dérivées d'espace est nul. Et donc on voit que le seul terme qui reste, ça va être moins gradient de petit P1. Donc voilà l'équation de l'aire linéarisée telle qu'on l'avait annoncée ici. Hein. Donc voilà, moi je ne t'encourage pas nécessairement à l'apprendre par cœur, hein, mais il faut par contre que tu sois capable de la retrouver très rapidement comme on vient de le faire ici, très simplement. Alors, ça c'est la première équation, donc l'équation 1. Conservation de la masse. Donc l'équation de conservation de la masse, donc on sait qu'elle a deux formes, hein, j'ai insisté sur ces deux formes, j'ai fait une vidéo sur les bilans de masse. Donc la première forme qui fait intervenir donc la dérivée locale de la masse volumique. Hein, il y a une deuxième forme avec la dérivée particulière ici, mais le ρ est à l'extérieur de la divergence. Hein, c'est dρ sur dt, dérivée particulière de la vitesse, plus ρ div de v égale 0. Alors si tu connais les deux, surtout ne t'en mêle pas les pinceaux. Donc, mais c'est celle-là qui est strictement au programme et qui est, disons, d'usage le plus fréquent. Alors, ρ, c'est ρ0 plus ρ1. La dérivée par rapport au temps de ρ0, c'est un champ uniforme et constant dans le temps. Donc, ça fait 0. Donc, il va rester, comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, il va rester dρ1 sur dt. Hein, d de ρ0 sur dt est nul. Donc, plus divergence. Alors là, on va peut-être en écrire un petit peu plus. Donc, on aura ρ0 plus ρ1 fois v1, si on écrit tout. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, là, le produit ρ1 v1 est d'ordre 2. Donc, en fait, je peux négliger ici ρ1 et ρ0, du coup, comme c'est une constante, c'est surtout uniforme hein, dans l'espace, je peux le sortir de la divergence et donc j'obtiens l'équation numéro 2, l'équation de conservation de la masse, dρ1 sur dt plus ρ0 divergence de v1 égale à 0. Il nous manque encore une équation pour avoir un système complet de 5 équations pour nos 5 inconnus. Et la dernière équation est tirée du comportement thermodynamique des particules de fluide. Donc au passage de l'onde sonore, on va supposer qu'elles subissent des transformations adiabatiques et réversibles, c'est-à-dire, d'après le second principe, isentropiques. Alors on verra que s'il s'agit d'un gaz, et seulement s'il s'agit d'un gaz, ça va nous mener à la loi de Laplace, pas s'il s'agit d'un liquide, évidemment. Mais dans tous les cas, les particules de fluide, au passage de l'onde, n'ont pas le temps d'échanger de la chaleur du transfert thermique entre elles, donc ça se fait de manière adiabatique, cette compression au passage de l'onde sonore, et puis ça se fait aussi de manière réversible. Les amplitudes des vibrations sont très très faibles, notre oreille est sensible à des vibrations vraiment qui sont très très faibles, même pour des bruits qui nous paraissent très très puissants. Et donc, c'est le coefficient de compressibilité isentropique. Alors, il a plusieurs définitions, ce coefficient de compressibilité isentropique. Donc voilà une expression du coefficient de compressibilité, moins 1 sur V, dérivée partielle de V par rapport à la pression à entropie constante. On a la même chose avec un coefficient isotherme. Hein. Alors qu'est-ce que ça mesure, ce truc-là? Eh bien la dérivée partielle du volume par rapport à la pression à entropie constante, ça mesure l'aptitude de la particule de fluide à voir son volume varier quand on augmente la pression, donc dans les conditions isentropiques, adiabatiques réversibles. Donc,
Alors cette dérivée est négative parce que le volume diminue quand on augmente la pression, donc on met un moins devant. Et comme on veut un coefficient intensif, on divise par un autre coefficient extensif, puisque V est extensif, P est intensif. Donc le quotient de deux coefficients extensifs est intensif. Donc ce coefficient est intensif, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas en fait de la quantité de matière de fluide considérée. Et on préfère donc de ce fait-là toujours des paramètres intensifs. Donc il est positif, il est intensif et il mesure l'aptitude du fluide à se comprimer ou se dilater au passage de l'onde. Alors évidemment, on verra qu'il est beaucoup plus grand pour un gaz que pour un liquide. Hein, pour un gaz, il sera de l'ordre à peu près de 10-5 Pascal-1 et pour un fluide plutôt de l'ordre de 10-10 Pascal-1. Mais voilà, un liquide n'est pas parfaitement incompressible et surtout quand on étudie les ondes sonores, eh bien, on considérera que ce coefficient ne sera pas rigoureusement nul, on ne sera pas avec un fluide incompressible, sinon évidemment on ne peut pas traiter la propagation des ondes sonores. Donc le coefficient, alors il a une autre expression, c'est 1 sur ρ, dρ sur dp à entropie constante. Alors je vais démontrer le passage d'une formule à l'autre, mais d'abord regardons un petit peu les conséquences directes sur l'expression de ce coefficient dans l'approximation acoustique. Donc là, il ne faut pas seulement que tu connaisses la définition mathématique de ce coefficient, mais il faut bien que tu en aies saisi la signification physique profonde et ce que mesurent ces dérivées partielles qui sont des taux d'accroissement. Donc à l'ordre 1, qu'est-ce que c'est que dρ? C'est la variation de masse volumique donc sous l'effet du passage de l'onde sonore entre la situation perturbée et la situation non perturbée. Donc en fait, ça va être ρ de m et de t moins ρ0, c'est-à-dire en fait ρ1. Et puis pareil en bas, donc l'accroissement de pression, c'est la différence entre la pression totale au passage de l'onde et la pression au repos. Donc tout ça multiplié par 1 sur ρ. Et on va voir qu'en bas, donc à l'ordre le plus bas, on pourra prendre 1 sur ρ0, parce que ρ0 est très grand devant ρ1. Et donc, on obtient l'expression approchée, donc linéarisée du coefficient de compressibilité isentropique, donc qui est égal à 1 sur ρ0, ρ1 sur petit p1. Alors, petite remarque au niveau de l'écriture, fais très attention, parce que si tu dessines ρ et p de la même manière, tu vas, comme je le dis très souvent à mes étudiants, tu vas t'auto-torpiller. C'est-à-dire que toi-même, tu ne vas plus savoir ce que tu fais. Hein, donc fais bien un petit p bien droit et un ρ bien rond et ne les mélange pas. Donc ça, c'est l'équation 3. Donc l'expression linéarisée du coefficient de compressibilité isentropique. Donc pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, au concours central, une des questions, c'était voilà, établir l'équation de D'Alembert. Et comme c'est du cours, eh bien, on ne disait absolument rien. C'était à toi de connaître les 3 équations qui allaient te servir pour démontrer l'équation de D'Alembert. C'est une question de cours qui est tombée, j'allais dire, des dizaines de fois au concours. Hein, donc, équation de l'air linéarisée, équation de conservation de la masse linéarisée et comportement thermodynamique, adiabatique, réversible, donc isentropique des particules de fluide. Donc, voilà l'expression du coefficient. Alors, j'avais promis de démontrer ce passage-là qui est quand même voilà, qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux expressions? Eh bien, quand on raisonne sur une particule mésoscopique de fluide, donc une particule de fluide, hein, je te rappelle que c'est l'ensemble des molécules qui sont dans un volume d'environ 1 micromètre au cube, donc il peut y en avoir des millions et des millions. C'est un système fermé de masse constante, hein, donc il vaudra ρ, on va plutôt l'appeler delta V. Hein. Delta V, donc le volume de la particule de fluide, c'est une constante. Et donc quand on prend la différentielle logarithmique de ça, comme la masse est constante, c'est un système fermé, on va obtenir dρ sur ρ plus d de delta V sur delta V égale 0. Hein, c'est-à-dire on voit que la variation relative de masse volumique, c'est l'opposé de la variation relative du volume de la particule de fluide. Hein, et donc, si on linéarise ça, eh bien, dρ, hein, de la même manière que ici, c'est ρ1 sur ρ0, c'est environ donc moins
moins d de delta v sur delta v si on veut. Hein, bien que j'aime pas mélanger les notations différentielles avec les notations non différentielles. Disons ça c'est d rho sur rho. Voilà, donc c'est l'opposé. Hein, donc on voit que ici moins d rho v sur v c'est plus d rho sur rho. Donc c'est de là que ça vient l'expression de ce coefficient isentropique. Voilà. Bon, le tableau est un peu chargé, j'ai pas beaucoup de place. Mais maintenant, donc on va, après avoir établi donc, ces trois formules, donc quand tu fais de l'acoustique hein, dans les fluides, je te conseille toujours de garder ces trois relations toujours voilà, dans un petit coin parce que tout est là. Hein. On verra les impédances acoustiques, la structure de l'onde, enfin bref, tout est contenu dans ces équations, donc il faut toujours les avoir sous le coude pour pouvoir s'en resservir dès qu'on en a besoin. Donc maintenant, on va démontrer l'équation de D'Alembert pour la surpression et pour la vitesse. Alors, je ne sais pas si tu connais ce petit symbole, là, ce petit carré, ça veut dire la même chose que ça, mais un peu plus condensé. Donc le D'Alembertien de V1 égale 0, ce qui signifie exactement la même chose, mais pour des vecteurs. Et on va démontrer au passage l'expression de la vitesse de propagation des ondes sonores, donc dans l'équation de D'Alembert. Donc, il faut un point de départ, donc pour l'équation de D'Alembert. Et ce point de départ, c'est de réaliser qu'ici, on a un Laplacien. Alors bien sûr, si on travaille à une dimension, ça va être beaucoup plus simple, puisque le gradient ici, ce sera dp1 sur dx, et le Laplacien, ce sera d2p1 sur dx2. Donc on verrait peut-être encore beaucoup plus facilement qu'il faut dériver la première équation par rapport à x. Mais moi, je vais délibérément faire ça en 3 dimensions, comme ça on aura l'équation en 3 dimensions. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, alors on se souvient de la définition intrinsèque d'un Laplacien pour un champ scalaire, à ne pas confondre avec un champ vectoriel. Donc le Laplacien d'un champ scalaire, c'est la divergence de son gradient. Donc, comme on a ici du gradient de P1, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la divergence de l'équation 1. Alors, divergence donc, de l'équation 1, c'est notre point de départ. C'est donc ρ0 dv1 sur dt. Donc c'est assez formel, hein, mais bon, voilà. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces petits calculs. On aura le même genre en électromagnétisme. Donc la différence du gradient, on a tout fait pour, c'est moins le Laplacien de P1. Alors, quand on a ici une constante, on peut la sortir de l'opérateur divergence, hein, qui agit un peu comme une dérivée. Et puis, en description eulérienne, les coordonnées d'espace et de temps, souviens-toi, sont indépendantes. J'ai fait toute une vidéo sur la cinématique des fluides, sur la description eulérienne et les champs eulériens, par opposition à la description lagrangienne. Et on a bien insisté sur le fait que les coordonnées d'espace sont indépendantes du temps, et inversement. Donc on peut permuter, un peu comme un théorème de Schwartz généralisé, on peut permuter la dérivée par rapport au temps et la divergence. Dans ce type de calcul, sache qu'en gros, tu vas devoir utiliser les 3 équations. Hein. Donc là, pour l'instant, on a utilisé la première. Et divergence de V1, tiens, on l'a dans la seconde. Donc divergence de V1, c'est moins 1 sur ρ0, d ρ1 sur dt. Donc ça va faire ρ0 moins ρ0, d sur dt de d ρ1 sur dt, c'est-à-dire la dérivée seconde de ρ1 par rapport au temps. Et donc ça fait moins Laplacien de P1. Alors on n'est pas encore tout à fait à l'équation de D'Alembert parce qu'on a une équation avec ρ et P dans la même équation. Hein. Tu vois qu'il faut bien faire attention à l'écriture. Mais grâce à la dernière, ρ en fait est proportionnel à P. ρ1 c'est qui est ρ0 P1. Donc j'ai plus qu'à remplacer. Je vais faire passer le Laplacien de P1 de l'autre côté. Et donc on aboutit à Laplacien de P1 moins ρ0 qui est d2P1 sur dt2 égale 0. Et donc on a démontré l'équation de D'Alembert pour la surpression. Alors on avait appris dans les chapitres où on a déjà fait des ondes, les ondes acoustiques dans les solides, la corde vibrante, on a appris à faire de l'analyse dimensionnelle sur cette équation et à identifier la célérité de l'onde sonore
par simple analyse dimensionnelle. Donc on ne va pas aller chercher l'unité de ρ0 ni celle de qui est, bien qu'on les connaisse. On va dire que tout simplement, donc le Laplacien de P1, alors si tu étais à une dimension, peut-être pour t'aider à y voir plus clair, ce serait d2P1 sur dx2, donc moins ρ0 qui est d2P1 sur dt2 égale 0. Donc ça, c'est la dimension d'une pression divisée par une distance au carré, une pression sur un temps au carré. Donc nécessairement, ρ0 qui est, ça va être un temps au carré sur une distance au carré. Et donc on voit effectivement qu'en posant C est égal à 1 sur racine de ρ0 qui est, c'est une vitesse, c'est une célérité. C'est la vitesse de propagation de l'onde sonore, à ne pas confondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la vitesse de déplacement des tranches de fluide donc qui correspondent au déplacement longitudinal acoustique, mais dont la valeur moyenne est nulle au cours du temps. C, c'est une constante qui ne dépend pas du temps, et c'est la vitesse avec laquelle l'onde sonore se propage. Alors bon, on peut tout de suite donner un ordre de grandeur. Donc dans les gaz, ça va être à peu près 340 mètres par seconde. Dans les liquides, où qui est plus faible, donc ça va être plus grand, par exemple dans l'eau environ 1500 mètres par seconde. Voilà, évidemment, on n'applique pas cette formule aux solides, hein, puisque dans les solides, on ne peut pas traiter ça par un milieu continu de cette façon-là avec les équations de la mécanique des fluides. Mais cette formule, elle est valable à la fois pour les gaz et aussi pour les liquides. Alors, très souvent, on va calculer la vitesse de propagation pour un gaz parfait. Donc là, maintenant, on se restreint. Hein. Jusqu'à présent, c'était vrai pour les liquides et pour les solides. Donc il faut toujours bien faire attention de ne pas appliquer au fluide en général ou au liquide en particulier ce qui est spécifique au gaz. Donc pour un gaz parfait, on peut calculer cette célérité en calculant le coefficient de compressibilité isotherme. Alors là, on va revenir à la définition de qui est. Alors on peut soit prendre la définition avec le volume, soit la masse volumique, c'est comme on veut, parce qu'on va utiliser la loi de Laplace. Allez, je vais réutiliser peut-être celle qu'on avait exploitée avec la masse volumique. Donc pour un gaz parfait, à gamma constant, donc on a, pour une transformation adiabatique et réversible, on a la loi de Laplace. Donc, alors, voilà, il y a PV gamma égale constante. Hein, on peut en déduire deux autres avec P, T et V. Mais nous, on va garder celle-là. Alors souvent, hein, en mécanique des fluides ou en thermodynamique, pour les tuyères, les écoulements et tout ça, ce qui est intéressant, c'est P ρ moins gamma est égal à une constante prime, puisque le volume est inversement proportionnel à la masse volumique. On va prendre la dérivée logarithmique de ça. Donc d'abord le logarithme qui permet de transformer les produits en somme et les lois de puissance en des coefficients multiplicatifs. Donc on aurait que tout ça c'est une constante. Et donc si on prend la différentielle logarithmique, dp sur p moins gamma d sur ρ égale 0, hein, puisque c'est une constante, on différencie. Et donc on voit que, puisque ça s'est fait dans les conditions adiabatiques réversibles, donc qui est ce qui vaut 1 sur ρ d sur dp, donc à entropie constante, eh bien ça va faire 1 sur gamma fois p, et donc à l'ordre le plus bas, 1 sur gamma P0. Et donc voilà l'expression du coefficient de compressibilité isentropique, 1 sur gamma P0. Alors, grâce à ça, on va pouvoir en tirer l'expression de la célérité. Donc C égale à... Alors on pourrait chercher ρ0 également. Donc ρ0, hein, c'est... Alors bon, on va prendre l'équation des gaz parfaits. Donc ça, c'est les formules qu'on utilise souvent, par exemple, pour traiter l'atmosphère isotherme, hein, ou l'atmosphère adiabatique dans l'équation, la relation fondamentale de la statique. Un ρ dépend de P, attention, pour un gaz ou un liquide compressible. Donc PV égale nRT, donc on cherche l'expression de ρ hein, en fonction de P. Donc PV égale la masse du système sur la masse molaire RT. La masse volumique, c'est la masse sur le volume, donc ça fait MP sur RT. Donc ρ0, ça fait MP0 sur RT0
au repos. Donc on va remplacer tout ça là-dedans. Donc il va y avoir des simplifications. Donc ρ0, 1 sur ρ0, donc ça va faire RT0 sur MP0. Et qui est ça fait 1 sur gamma, ça fait 1 sur gamma P0. Donc les P0 vont se simplifier. Et donc on obtient cette fameuse formule, racine de gamma RT0 sur grand M. Donc c'est la vitesse de propagation du son dans un gaz parfait, en particulier dans l'air. Et donc l'ordre de grandeur, 340 mètres par seconde environ. Bon, bien sûr, ça dépend, comme la racine carrée, de la température, bien sûr en Kelvin, hein, la température, et la masse en kilogrammes par mol, hein, et non pas en grammes par mol. Fais bien attention à ça. Voilà, pour l'air gamma, c'est à peu près 7/5e. Hein. Voilà, voilà la vitesse du son. Attention, hein, ça c'est vrai que dans les gaz et les gaz considérés comme parfaits. Encore une fois, pour les liquides, tu n'as pas cette expression du coefficient qui est. Hein, qui est vaut environ 10 moins 10 pascal moins 1 pour un liquide. Il est beaucoup moins compressible que le gaz. Donc voilà pour ce qui était de l'équation de D'Alembert pour la surpression. Alors maintenant, on va faire l'équation de D'Alembert pour la vitesse en 3 dimensions. J'exagère peut-être un petit peu par rapport au programme parce que voilà, on devrait se limiter à une dimension. Et puis là, je vais le faire vectoriellement, mais on va le faire quand même. Alors, si tu veux aller vite dans toutes ces histoires de démonstration de l'équation de D'Alembert, tu peux toujours affirmer la chose suivante. Comme ρ1, P1 et V1 sont liés entre eux par des relations linéaires. Donc, une relation linéaire, ça veut dire une équation différentielle à coefficient constant linéaire. Eh bien, ρ1, V1 et P1 vont en fait satisfaire la même équation différentielle. Si P1 vérifie l'équation de D'Alembert, ce sera pareil pour V1, ce sera pareil sur ρ1. On pourrait presque déjà l'affirmer. Mais bon, on va le démontrer parce qu'au passage, ça va nous faire des choses intéressantes, notamment sur le caractère irrotationnel de l'écoulement. Alors, pour démontrer l'équation de D'Alembert au niveau de la vitesse, en fait, il faut partir d'une formule d'analyse vectorielle qu'on utilise beaucoup en électromagnétisme parce qu'en fait, c'est la définition du Laplacien vectoriel. Fais bien attention, la différence entre le Laplacien scalaire et le Laplacien vectoriel. Hein. Alors, en coordonnées cartésiennes, le Laplacien vectoriel, c'est les trois coordonnées. Les coordonnées sont les Laplaciens scalaires de chaque composante, mais on n'est pas obligé de se placer en cartésien. Donc voilà une expression qui est vraie, quel que soit le système de coordonnées. Parfois, on met une petite flèche sur ce Laplacien pour bien montrer que c'est un Laplacien appliqué à un vecteur, ce qui n'est pas la même chose qu'un Laplacien appliqué à un champ scalaire. Divergence de gradient, ça ne marche que pour un champ scalaire. On ne peut pas prendre le gradient d'un vecteur. Attention, bien entendu. Alors, en fait, ce qu'on peut montrer, et on va le faire, c'est que le rotationnel de V1 est nul. C'est-à-dire que nécessairement, c'est contenu dans ces équations-là, en particulier dans la première, l'écoulement est nécessairement irrotationnel. Par contre, l'écoulement est compressible, hein, donc divergence de V1, lui, attention, ce serait une faute extrêmement grave dans ce contexte d'écrire que div de V1 égale 0, parce que ce serait dire que l'onde sonore se propage dans un fluide incompressible. Le fluide incompressible, lui, il peut bouger qu'en bloc. Hein, voilà. Alors, pourquoi est-ce que l'écoulement est irrotationnel? On va prendre le rotationnel de l'équation de l'air. Tout à l'heure, on avait pris la divergence. Maintenant, on va prendre son rotationnel. Donc, rotationnel de ρ0 dv1 sur dt, c'est moins le rotationnel du gradient de V1. Bon, il y a une propriété d'analyse vectorielle qu'on a déjà utilisée, par exemple, pour les écoulements du gradient, pas de V1, du gradient de P1. Alors, il y a une propriété d'analyse vectorielle qu'on a déjà utilisée, par exemple, pour les écoulements potentiels. Quand un écoulement est irrotationnel, on avait dit que quand on a un champ scalaire A, si rotationnel de A est égal à 0, c'est équivalent, donc ça marche dans les deux sens, à dire qu'il existe un phi tel que A est égal à gradient de phi. Et ça, pourquoi? C'est parce que le rotationnel d'un gradient
est nul. Donc ça sert en électrostatique, équation de Maxwell, Maxwell-Faraday dans le en régime permanent, rotationnel de E égale 0. Donc E est égal à moins gradient V. Bon, on met un signe moins, ça change juste le signe du potentiel, ça n'a aucune importance. Pour les écoulements potentiels en mécanique des fluides, c'est la même chose. Dès qu'on est avec un écoulement irrotationnel, rotationnel de V égale 0, donc il existe un potentiel phi tel que V égale grade phi. Et bien là, voilà, on utilise cette propriété. Le rotationnel d'un gradient est nul. Voilà, ça tu dois le savoir. Donc ça fait 0. Alors, on se retrouve donc avec ça. On va faire les mêmes manips que tout à l'heure. Rho0 est uniforme, je peux le sortir. Je peux permuter les dérivés. Et donc, on se retrouve avec cette équation. Rho0 d sur dt de rotationnel de V1 est nul. Et donc, ça implique que rotationnel de V1 est un vecteur constant. Constant dans le temps, uniforme dans l'espace. Hein. Là, c'est constant dans le temps, c'est sa dérivée locale en un point donné. Donc, il est constant dans le temps. Alors, on peut démontrer que cette constante est nulle. Pourquoi ? Parce que si on prend cette relation en valeur moyenne, donc faire une valeur moyenne, on a dit tout à l'heure que V1, en fait, c'est un terme oscillant. On va beaucoup travailler sur des OPPH, sur des ondes planes progressives harmoniques. Donc, on peut prendre la valeur moyenne pour un signal périodique, pour une vitesse périodique. Et en fait, la valeur moyenne du rotationnel, comme c'est une intégrale par rapport au temps, 1 sur t intégrale de 0 à t de V1 de t dt, on peut permuter les deux. Et ça vaut la valeur moyenne de la constante. Or, la valeur moyenne d'une constante, c'est cette constante. Mais comme on était parti du principe qu'on choisirait des perturbations à valeur moyenne nulle dans toute cette étude, eh bien, valeur moyenne de V1 est nulle, donc cette constante est nulle, donc le rotationnel de V1 est nul, et donc l'écoulement est bien irrotationnel. Donc ça, c'est un truc un petit peu délicat au niveau de l'intégration et le fait d'exploiter que la valeur moyenne de V1 est nulle pour en déduire donc que le rotationnel de V1 est nul. Voilà, donc l'écoulement est irrotationnel. Ce terme-là est nul. On se retrouve donc avec ce membre ici, égal au vecteur nul. Alors, divergence de V1, on va aller le chercher ici. Donc ça fait le gradient, je continue, hein, de donc moins 1 sur ρ0 dρ1 sur dt. Donc moins Laplacien de V1 égale à 0. Bon, provisoirement, on a l'impression qu'on s'éloigne de la solution puisqu'on a remplacé V1 par un truc qui ne dépend pas de V1. Mais comme toutes les équations sont couplées, on espère qu'on va s'en sortir. Donc je vais sortir les constantes du gradient. Je vais permuter les dérivés comme d'habitude. Donc ça va faire gradient de ρ1. Mais ρ1 est proportionnel à P1. Et P1 lui-même sera encore proportionnel à V1. Donc on a de bonnes chances de s'en sortir. Donc ρ1 c'est qui est ρ0 P1. Donc ça fait moins 1 sur ρ0. Allez, je sors tout de suite les constantes. ρ0 qui est. Donc d sur dt de gradient de P1. Donc ça c'est grâce à l'équation numéro 3. Et gradient de P1, je vais la chercher dans l'équation numéro 1. Et même moins gradient de P1 qui fait ρ0 dv1 sur dt. Je sors ρ0 de la dérivée et j'obtiens ma fameuse dérivée seconde pour la vitesse. Voilà. Oui, donc ça c'était uniquement ce terme-là. Hein, et donc, ce terme-là moins Laplacien de V1 égale 0. Donc là, ce que j'ai écrit, hein, c'était uniquement ce terme-là. Donc je reprends l'équation. Donc on aura, je vais la multiplier par moins 1, Laplacien de V1 moins ρ0 qui est d2V1 sur dt2 égale au vecteur nul. Donc évidemment, comme on l'avait prédit, relation linéaire entre P1 et V1, c'est l'équation de D'Alembert pour la vitesse et on identifie la même célérité, c égale à 1 sur racine de ρ0 qui est. Alors bien sûr, on aura l'occasion de voir véritablement la signification de cette célérité quand on va étudier les solutions de l'équation de D'Alembert dans une autre vidéo. Donc je le ferai après avoir redémontré l'équation de propagation, mais avec la méthode des tranches qui est physiquement assez intéressante aussi, bien qu'elle soit hors de notre programme. Donc ce sera plutôt vu comme un exercice.
Voilà, donc on verra que ça c'est aussi la vitesse de phase, c'est aussi la vitesse de groupe et qu'à chaque fois qu'un système est régi par, une onde est régie par l'équation de propagation de D'Alembert, en fait elle modélise un phénomène non dispersif, non absorbant, puisque la vitesse de phase sera égale à la vitesse de groupe et sera égale à C. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus sur cette vidéo, ce n'est pas le lieu. Mais tout ça, il faut toujours l'avoir dans un petit coin de la tête. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je suis allé assez vite sur ces démonstrations très classiques. J'espère que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble assez synthétique de cette situation. Et puis, donc, on continue. Donc, il y aura de l'effet Doppler. Il y aura de plus en plus d'applications concrètes à tout ça. Et j'espère avoir le temps d'encore faire des exercices cette année, sinon ce sera l'année prochaine en acoustique. Voilà, on étale tout ça sur plusieurs années pour avoir un cours absolument complet avec un système d'exercice complet là aussi. C'est un gros travail. Merci pour votre fidélité. À bientôt.